Voilà, quelques explications de cette action à continuer, à poursuivre, mais bien cadrée, bien sûr, c'est important aussi. Alors, y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Qui est pour? À l'unanimité, merci beaucoup. Alors maintenant, on est sur les tarifs des droits des concessions funéraires. C'est ça, oui. La 2021-07, Jean-Pierre Auberti. Il est où, Jean-Pierre? Il est là. Alors, donc il s'agit de... On n'entend rien. Mais plus fort. Donc il s'agit de revoir les tarifs des droits et concessions funéraires du cimetière communal. Puisque ces tarifs de ces concessions n'avaient pas été réévalués depuis le 1er juillet 2016. Donc une étude qui a été faite pour comparer avec d'autres villes comme Pontoise et l'Isle-Adam, afin de les ajuster et de revenir un petit peu plus facilement. Et ce sera à mettre en place à partir du 1er mars 2021. Voilà. Donc vous avez donc tous les tarifs qui sont en annexe, là, enfin qui sont sur 2 colonnes. Vous avez ceux de 2016 et les tarifs proposés pour 2021 à partir du 1er mars. Donc ces recettes sont inscrites au budget communal. Donc si vous voulez, je peux vous lire les colonnes, mais bon voilà, vous avez donc tout ce que les caveaux, les concessions, columbarium, tout ce qui concerne le cimetière en fin de compte. Voilà, avec les nouveaux tarifs, avec une augmentation en fin de compte de 10%. Voilà. Bon. Et c'est voilà. Demander de voter pour cette délibération. Ouais. Alors juste pour compléter quand même, donc il y a eu une étude du service des affaires générales, Audrey Joly, qui ont comparé les prix donc des villes voisines, on va dire, l'Isle-Adam, Pontoise, pour voir un petit peu où on se plaçait, parce que voilà, on n'avait pas augmenté depuis des années, et donc du coup, il y a eu cette étude et cette proposition qui a été faite par les services, bien évidemment. Oui, Monsieur Zimmermann, je pense que j'ai vu votre alors, doigt. J'aurais 2 questions à vous poser. Oui. Enfin, un éclaircissement déjà. Ouais. Je remarque par exemple qu'une concession d'1 mètre sur 2 mètres pour 15 ans est d'un montant de 286, programmé pour 2021. Alors là... Qu'un columbarium pour 15 ans, 385. Donc quasiment 100 € de plus. Alors que l'emprise au sol est nettement inférieure. Est-ce que vous pourriez m'expliquer pourquoi ? Vous voulez répondre peut-être ? Oui, tout à fait. Merci Madame la maire. J'arrive tout de suite. Bonsoir Monsieur Zimmermann, je vous remercie pour votre question. Effectivement, alors comme vous le voyez, les tarifs existants donc de 2016 et là ce qui est proposé sur 2021, on a appliqué donc une augmentation de 10% puisque ça n'a pas été réévalué depuis plusieurs années. Et la différence donc entre la construction d'une concession et d'un columbarium, en fait le tarif est différent au niveau du coût de construction. Donc la construction en la matière, le mobilier qui est construit, donc du coup la pierre tombale, le marbre, etc. Est moins onéreux du coup qu'une case de columbarium en fait. Donc c'est ce qui s'explique au niveau de la différence de prix. Quand Madame plus cher. Exactement, ouais, tout à fait. Ça revient beaucoup plus cher à la construction une case de columbarium qu'une concession funéraire. Ouais. Voilà. Toutes les villes c'est plus cher. Exactement. Ouais. Bon, voilà. Oui, c'est vraiment paradoxal. Parce exactement. Que sur 1 mètre sur 2, on en met des colonnes. Dans un columbarium, vous n'achetez que la plaque. Effectivement, alors dans un columbarium, vous pouvez mettre normalement 3 urnes. Ça dépend aussi de la taille de l'urne. Donc on a des urnes qui peuvent être aussi personnalisées, qui peuvent être un petit peu plus grosses. Donc là, on arrive sur uniquement 2 urnes dans une case de columbarium. Ça arrive aussi. Et effectivement, voilà, le prix de la construction est plus cher, voilà, est plus onéreuse. C'est surprenant. Et en fait, la concession, voilà, la concession, c'est un emplacement. Et en fonction de la construction du caveau, en fait, vous pouvez avoir un caveau de 2, 3, 4, 5 places maximum. Donc, ça dépend aussi de la nature du caveau, en fait. Et la concession, après, elle est aménagée par la personne qui fait un caveau, par un maçon. Et par le marbrier. Voilà, le marbrier. Parce que le columbarium, c'est à la charge de la ville qui fait quand même le bâtiment. Si vous permettez, la concession, vous achetez un terrain nu, en fin de compte, et sur un columbarium, c'est clé en main. Un bâti. Donc c'est pas la même chose.
La concession quand même sur une... Oui, c'est-à-dire sur, qu'après, vous avez les frais de marbrier sur le Tout ça, terrain, etc. à la charge Que là, Oui, vous avez que l'urne à mettre dans le... Mais il y a c'est pour quand ça que même c'est le fait de creuser la fosse qui est quand même compris dans le prix de la concession. Non, monsieur. Non, Ça, non, non. Ce sont les frais d'inhumation qui sont Ah à ouais charge de la famille Ça, c'est lors cher. du décès. Ah ouais, ouais. C'est juste l'emplacement, en fin de compte. Voilà, C'est ça. juste l'emplacement. C'est Je suis pour vraiment ça. novice dans Voilà, ce domaine. Un mètre sur 2 ouais. mètres, hein, voilà. Je voulais... Non, mais c'est bien d'en parler parce que bon, voilà. Non, parce que c'est vraiment surprenant de voir ça. Quand Bah ouais. voilà. Oui, moi je pensais à une chose, c'est que je trouve que c'est un petit peu malvenu de faire mettre tout de suite 10% d'augmentation pour 5 bah ans. oui. Surtout que le coût de la vie n'a pas augmenté de 10% en 5 ans, que cette année, comme vous l'aviez signalé dans la première partie sur le financement, le panier de la ménagère a vraiment diminué de 0,3%, et qu'on est en période où il y a énormément plus de décès dus au Covid. Je trouve que c'est un petit peu malvenu comme moment choisi pour faire cette augmentation. Oui, on n'a pas augmenté depuis longtemps. On est en train de, comme je vous expliquais l'autre fois, de relever les tombes dans notre cimetière, puisque il y a 6 ans maintenant, il n'y avait pas de tombes relevées. Combien on en avait en tout à relever? Je ne sais plus, 200 ou 230, voilà. Donc 230 tombes à relever, hein, il n'y avait plus de place dans le cimetière d'Auvers. Donc on a mis énormément, enfin si je peux me permettre, hein, c'est un petit peu délicat comme sujet, mais c'est une réalité, hein, puisque tout se gère, hein, finalement, même le décès. Et du coup, on relève une dizaine de tombes. Cette année, je pense qu'on va voir avec M. Pinel si on ne peut pas en relever, je ne sais pas si vous avez communiqué tous les deux depuis, si on ne peut pas en relever 2 fois plus, hein, parce qu'on a eu beaucoup de travaux, etc. Et c'est un coût important, parce qu'une tombe à relever, c'est 1 000 €. Vous vous rendez compte? Donc on n'avait plus de place, donc on en fait une dizaine tous les ans, 10, 15, ça dépend. Là on est sur 10, on va peut-être en faire 20. Le columbarium, il n'y en avait pas, on a construit un columbarium. On met beaucoup de frais dans notre cimetière, parce on veut que le cimetière soit digne. Là encore, il y a des grands travaux à faire dans ce cimetière, parce qu'on a des problèmes de ruissellement, donc tout ça c'est en train de se faire. On va rénover le toit, etc. Donc c'est un coût général. Et puis notre columbarium, il est beau. Voilà, donc c'est aussi un service, un coût de service qui fait que, oui, on augmente peut-être d'un seul coup, mais parce que nous, derrière, on a fait aussi de l'entretien, etc. Après, ça peut se discuter, voilà, mais même si c'est des périodes délicates, on a fait des travaux, on entretient, on poursuit, voilà quoi. Ça représente en fin de compte 2% par an. Il aurait peut-être fallu à ce moment-là 2% par an, c'est presque non, mais le double de après l'inflation. L'inflation n'est pas... C'est un avis, et puis ça nous a coûté beaucoup plus cher que l'augmentation, hein, croyez-moi, hein, l'entretien. Et on a agrandi, etc. On rentabilise pas. Hein. Enfin, de toute façon, ça peut pas rentabiliser. Ça peut pas. Ouais, mais il y a quand même des travaux, quoi. C'est une réalité de la vie aussi. Hein. Allez, on va passer au vote. Donc, qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Merci. Alors, la prochaine, c'est Sabina, heure de surveillance de personnel enseignant d'éducation nationale, la 2021-08. C'est une délibération que j'espère un peu plus légère que la précédente. Un peu plus fort parce que on t'entend pas bien. Ouais. Et donc, ça concerne effectivement la rémunération des heures de surveillance et des heures d'études surveillées des enseignants de l'éducation nationale pour nos écoles. Donc, les personnels de l'éducation nationale peuvent faire du cumul d'emploi, c'est-à-dire réaliser des activités connexes à leur fonction. Alors bien sûr, c'est très encadré, hein, c'est une autorisation qui se fait auprès du rectorat et c'est vraiment en toute transparence. Alors il y a quand même une différence de l'étude surveillée avec le soutien. Il s'agit donc sur le temps périscolaire pour les enseignants qui le souhaitent de surveiller. Donc l'étude surveillée, c'est de surveiller les devoirs des enfants. Ça ne présume pas pour autant que les parents ne regardent pas après. Hein. Il ne s'agit pas de soutien. Il ne s'agit pas du dispositif qu'on peut avoir en collège qui s'appelle Devoir fait, où on va travailler sur de la méthodologie. C'est vraiment
l'enseignant est là, il surveille les devoirs des élèves. Et puis après, à côté de ça, il y a les heures de surveillance, heures simples, après le goûter. Donc, il y a des tarifications qu'on vous propose de voter. Ce sont des tarifications qui sont encadrées par des décrets du Conseil d'État. Il y a des plafonds, il y a des taux plafonds, effectivement. Et en fonction du grade de l'enseignant, bon là c'est un peu technique, hein. Il y a plusieurs grades, hein, la classe normale, la hors classe, et puis après il y a les enseignants qui sont contractuels. Donc en fait je ne vais pas vous lire le tableau, mais en fonction du travail qui est fait, soit c'est de l'étude surveillée, soit c'est de la surveillance, et en fonction du grade, c'est un peu comme dans l'armée, vous avez un tarif qui est, une rémunération qui est proposée. Donc, je demande au conseil municipal d'Auvers-sur-Oise de fixer ces tarifs. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Oui, 2. Je vous écoute. Pardon. Merci. Serait-il possible d'adjoindre dans ce tableau les coûts horaires des années antérieures, tant sur l'étude surveillée que sur l'heure de surveillance? Parce que à des fins de prise de connaissance et d'appréciation d'une année sur l'autre? Bien sûr, oui. Pour qu'on ait un élément de comparaison. Je pense que c'est possible. Après, on n'est pas très loin du taux plafond, hein, me semble-t-il, monsieur Puissant. Oui, donc... Si vous les souhaitez, vous pouvez retrouver les arrêtés précédents du ministère de l'Éducation nationale. J'entends. Là, actuellement, il y a une nouveauté, ce sont les contractuels qui sont rentrés dans le système. Avant, ils n'étaient pas. D'accord, donc au moins pour les contractuels, vous pouvez... Oui, c'est nouveau. Par contre, excusez-moi, pour les antérieurs, à moins de se référer à des documents, donc il faut qu'on le fasse sur toutes les délibres, qu'on recherche les documents. Il n'est pas possible, à des fins de facilité, de faire figurer cette information sur cette délibération. Je vous en remercie. Merci. En fait, on n'est pas très loin du taux plafond. Alors, nous allons passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Merci beaucoup. Alors, la délibération 2021-09, donc c'est une demande de subvention pour le Festival Auvernoir pour l'année 2021. Christophe Mézières. Donc, Auvers-sur-Oise est une ville où vivent de nombreux artistes et où foisonnent les activités culturelles. Oui. Auvernoir fait partie de ces événements proposant au public de rencontrer des auteurs de littérature policière dont les œuvres font partie intégrante de l'actualité du genre. Ces rencontres avec les auteurs se caractérisent par des conférences, tables rondes, résidences d'auteurs, séances de dédicaces, ateliers d'écriture, projections de films, une murder party, une escape game ou encore un rallye enquête qui est vraiment la star de l'événement. C'est le rallye enquête parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent, qui participent et en famille. On peut le faire. Ce salon permet de partager avec les visiteurs et les habitants l'une des composantes les plus populaires de l'édition et de la lecture publique, le roman noir, et participe également à une mission de démocratisation culturelle en proposant des animations gratuites et ouvertes à toutes et à tous. La 5e édition se déroulera à la médiathèque et sera bien sûr adaptée en fonction du contexte sanitaire. La date de l'événement n'est pas encore arrêtée et sera bien sûr confirmée dès que la situation sanitaire le permettra. Il est pour cet événement demandé au Conseil municipal d'Auvers-sur-Oise d'approuver le projet de demande de subvention auprès du Conseil départemental du Val d'Oise pour l'événement Auvernoir, dont le montant prévisionnel total s'élève à 14 258 €. Alors ce chiffre en fait, n'a pas bougé, il a même diminué de 200 € par rapport à 2019. De solliciter auprès du Conseil départemental du Val d'Oise une subvention à hauteur de 25% de ce montant hors taxe, soit environ 3 000 €. D'autoriser Madame le maire ou son représentant à signer tout document, acte et pièces afférents à cette demande. Voilà. Parfait, merci. On va voter, oui. Oui. Oui, je voulais simplement faire une remarque. Pour moi, je ne parle pas des 258 €, mais 25% de 14 000 €, pour moi, ça n'a jamais fait 3 000 €, mais plutôt 3 500 €.
C'est à hauteur de ou environ? En fait, ils nous donnent que 3000 max, je crois, non? Ou pas? On peut pas avoir plus que 3000? Je sais pas. On est au taquet à 3000 ou pas? Oui, c'est ça, ça doit être ça. Oui, je pense c'est maximum 3000, mais le compte est pas bon, vous avez raison. Oui. Donc faut pas l'écrire comme ça, quoi. Non, faut pas le présenter comme ça. Faut pas mettre, à hauteur de 3... Bah, ça dépend. 25% plafonné à 3000. Voilà, 25% plafonné à 3000. Bah, c'est pas 25%, si c'est 3000, quoi. Oui, mais ça peut être moins. On va mettre plafonné à 3000. Alors, on passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Merci beaucoup. Alors, la prochaine, donc, la 10, c'est l'adhésion à l'association pour la promotion de la destination impressionniste. Donc, c'est moi qui vais vous la présenter. Donc, depuis déjà quelques temps, on travaille en collaboration avec l'Isle-Adam et Pontoise. On avait mis des croisières en place. Et ça s'est confirmé un petit peu plus l'année dernière. On a commencé à faire une petite brochure. On a signé une intention avec les maires de l'Isle-Adam et Pontoise de créer quelque chose autour de la destination impressionniste Vallée de l'Oise. Et du coup, on a voulu créer cette association pour arriver à aller toucher du mécénat pour des finances, parce qu'on a envie de faire des choses et que c'est sûr que c'est bien de pouvoir avoir toujours une association de constituer, parce que les partenariats ou avec le CRT ou le CDT, ok, on est limité dans des subventions, donc ça nous fait un moyen d'aller chercher de l'argent sous forme de mécénat, quoi, en fait. Donc du coup, il faut m'autoriser à signer cette adhésion, cette constitution d'association qu'on va signer demain après-midi. Donc c'est pour ça que c'est important qu'on délibère ce soir. Et puis en fait, le but, c'est de promouvoir l'histoire, on va dire. En fait, nos trois villes s'associent naturellement puisque on est reliés par l'Oise. Tous les peintres sont allés de Pontoise à l'Isle-Adam par Auvers. Donc on est un petit peu... on partage un peu cette aventure de l'histoire de la peinture comme ça, naturellement. Donc c'était important pour nous qu'on se réunisse, qu'on puisse travailler. On a des choses qu'on voudrait développer, de l'art même au bord de l'Oise, des croisières, je viens de vous le dire. Mais voilà, on a envie de faire des choses, quoi, intéressantes, on va dire. Donc si vous m'autorisez à signer demain, voilà, c'est un beau projet. Oui. Oui, on a une question qui nous a tracassé là-dessus. On pensait que comment ça s'appelle, le tourisme était une affaire sur Auvers, était une affaire qui était gérée par la communauté de communes. Mm-hmm. Est-ce que là, ça ne marche pas sur les intérêts de la communauté de communes de partir ailleurs avec d'autres communes qui n'en font pas partie? Non, c'est un autre projet. Vous avez Pontoise qui est rattaché à l'office de tourisme de Lac-Haute-Sergy. Vous avez l'Isle-Adam qui a son office de tourisme. Là, c'est vraiment autre chose. C'est une association qui cible la destination de Vallée de l'Oise. Ça n'empêche rien. C'est du tourisme culturel. On est vraiment sur une identité, l'impressionniste, encore une autre chose. C'est une autre identité. On n'est pas sur... on ne fait pas de la concurrence à toutes ces institutions, hein, au-delà, au loin de là. Hein. C'est encore autre chose. Non, pas du tout. Hein. Alors, on va voter. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Merci beaucoup. Alors, la prochaine, la 2021-011. Alors, acquisition et cession d'un bien situé au 21-23 rue du Poix. Voilà. Parcelle cadastrée AM 377 et AM 84. Marc Le Bourgeois. Bonsoir. Ah. Allô. Vas-y. Non, mais mets plus fort. Vous m'entendez? Encore. Ouais. C'est bon là? C'est pas trop fort? Plus fort. Vas-y, c'est bon. Alors, la ville d'Auvers-sur-Oise a signé par délibération 2008-113 du conseil municipal une convention de veille et maîtrise foncière le 18 décembre 2008, ainsi que 4 avenants avec l'établissement foncier de l'Île-de-France en 2013, 2015, 2019 et 2020. Au 31 décembre 2020, la commune est tenue de racheter les biens qui n'ont pas fait l'objet d'un programme d'aménagement.
Le bien situé 21-23 rue du Poix, sur les parcelles cadastrées AM 377 d'une surface de 947 m² et AM 84 d'une surface de 236 m², est concerné par cette obligation d'acquisition par la commune pour un montant de 726 385,32 € TTC. Il est demandé au conseil municipal d'Auvers d'autoriser Madame le maire à acquérir le bien 6-21-23 rue du Poix, situé sur les parcelles AM 377 et AM 84 pour 726 385,32 € TTC, appartenant à l'établissement public foncier de l'Île-de-France. D'autoriser la vente de gré à gré du bien 21-23 rue du Poix à un particulier, de fixer le prix minimum de la vente à 726 385,32 € net vendeur, c'est l'avis des domaines, et d'autoriser Madame le maire à signer les actes d'achat et de cession et tout document y afférent, et de dire que les dépenses et les recettes seront inscrites au budget communal. Merci Marc. On va procéder au vote de ces... Oui, question. Excusez-moi, j'ai une question. Oui. Comment se fait-il que la commune soit tenue de racheter les biens, qu'on a une obligation de les racheter? Alors, en fait, il y a les deux biens, hein, puisqu'il y en a deux. Oui, Ces deux biens ont été présentés il y a 8 ans pour faire des logements sociaux. Ça a été présenté extrêmement cher. Depuis, donc il y a 8 ans, c'était bien avant qu'on soit élu. Et nous, quand on est arrivé en 2014, donc il y avait ces projets qui étaient déjà là, qui avaient été comptabilisés dans les logements sociaux dans l'engagement triennal 2011-2013. Et du coup, il y a eu Val d'Oise Habitat qui avait proposé un premier projet qui avait été présenté dans des mags, d'ailleurs, qui était complètement... pas acceptable, donc du coup, qui a été refusé par l'architecte des bâtiments de France. Du coup, il y a plusieurs bailleurs qui ont proposé des projets, refusés, tous refusés. Et ça a traîné, et bailleurs, et promoteurs, et projets refusés, pour les deux biens. Alors l'autre, c'est pire, parce que l'autre, il est sur en fait, il est en zone PPRI, ouais, en zone inondable. Alors là, c'était carrément pas du tout réalisable. C'est-à-dire que pour respecter le niveau des plus hautes eaux, il fallait... C'était combien la hauteur, Marc? 50 cm au-dessus des plus hautes eaux connues. Ça te faisait monter à je ne sais plus combien? 65 ou 70. Voilà. Donc il fallait se mettre à 50 cm au-dessus du niveau des plus hautes eaux sur la zone où on commençait à construire à 1,60 m, je ne sais plus exactement. Des rampes d'accès. Ouais, vas-y, ouais, Il fallait des rampes d'accès pour tous les logements avec une accession pour les gens à mobilité réduite. Donc, quand l'ABF a donné toutes ces obligations, là on parle du bien d'après, les bailleurs sociaux ont jeté l'éponge. Comme pour la rue du Poix, celle dont je viens de parler, où après différentes réunions que l'on a fait pour essayer de sortir ce projet, les bailleurs sociaux ont dit 18 logements là-dessus, c'est pas suffisant, il faudrait qu'on puisse en faire 23 ou 24. Pour ce faire, il faudrait démolir la maison, mais monsieur l'ABF ne voulait pas que cette maison soit démolie. Donc c'était le chat qui se mord la queue. On a tourné en rond et l'équation financière n'a pas pu se faire. Donc ils ont jeté l'éponge et aujourd'hui, l'EPFIF nous a dérogé une année et une année de plus à cause du Covid, sauf qu'ils ont porté et payé ces biens et aujourd'hui, la ville est tenue de les reprendre puisque ces projets n'ont pas pu aboutir et c'était comme... Il vous a été dit dans l'engagement triennal de notre prédécesseur. Voilà, donc maintenant, on doit la continuité du service public et de la mairie fait qu'on doit assumer et les reprendre en charge. Donc on va le faire et on va se débrouiller pour essayer de les vendre. C'est ça. Voilà. En fait, pour résumer, je te donne la parole, Samuel. Je pense que c'est pas des biens qui auraient dû être préemptés pour faire des logements sociaux. C'est une erreur. Oui, Samuel. Oui, Madame le maire, pouvez-vous rappeler peut-être, surtout pour effectivement l'opposition, l'ensemble du conseil et les administrés, le schéma, le mécanisme en fait, préemption, et puis... Oui, bien sûr, si vous voulez. Que ça soit bien clair et rappeler effectivement que
malheureusement, ce n'est pas les seuls Oui, bien sûr. qui risquent d'être rachetés par la commune et revendus, bien sûr. Oui, en fait, donc le mécanisme de préemption, c'est-à-dire que si la ville identifie, c'est ce qu'on fait d'ailleurs encore au service urbain, identifie par exemple un bien susceptible de pouvoir être transformé en logement social, la ville met une alerte auprès de la préfecture et de l'établissement public foncier qui porte l'argent, qui achète les biens pour la collectivité, qui n'a pas forcément les fonds pour avancer ou payer cash, on va dire. Celui-ci, il est sorti à beaucoup moins cher parce qu'en fait, il y a les frais de portage, on va dire dans les 700 000, donc il a été payé cash. Donc du coup, comme la ville n'a pas le crédit pour acheter ça, c'est porté par un établissement public foncier qui paye à la place de la commune, mais sous une forme de convention. C'est-à-dire qu'il y a une convention signée entre l'établissement public porteur des fonds et la commune qui s'engage à réaliser dans une période de tant d'années, normalement c'est 5 ans, pour faire tant de logements sociaux. Voilà, c'est un contrat. Et si la ville n'arrive pas à assumer ce contrat, elle doit racheter les biens en fin de portage. Voilà l'engagement d'un portage pour faire des logements sociaux. Donc ce bien, on est au-delà puisqu'on est à 8 ans. Donc, vous voyez, on a fait plusieurs avenants, comme c'est détaillé dans cette délibération. On n'a pas, nous déjà, on a subi les problèmes d'avant, puisque ce n'était pas réalisable. Et comme dit Marc, les promoteurs, croyez-moi, on en a vu. Ces deux biens particulièrement ont été étudiés lors des ateliers d'architecture en préfecture. Nous pensions que les services de l'État allaient faire mieux que les élus d'Auvers. Enfin, on en avait l'espoir, Marc. Ils ont fait pas mieux que nous, puisque aujourd'hui, la ville, on doit racheter les biens et les revendre. Plus la pénalité SRU, parce que tous ces logements sociaux qui sont bloqués, j'ai pas l'impression que ça a ému les services de la préfecture, puisque pour eux, c'est anodin. C'est bon. C'est pas très grave, quand même, quoi. Parce qu'il n'y a pas que ceux-là. Il n'y a pas que ceux-là qui sont bloqués. Donc ceux-là, c'est les pires, c'est les plus vieux. Enfin non, c'est pas le plus vieux. Parce que le plus vieux, alors heureusement que celui-là, il n'a pas été préempté, Samuel. Il a été carrément racheté en direct. Ce qui aurait été bien, là, ça nous aurait arrangé. C'est rue Parmentier, qui a été racheté en direct par l'Aupivois à l'époque, qui n'existe plus puisque c'est Val d'Oise Habitat qui a racheté. Et ils ont racheté le bien dans les 660 000 € aussi à l'époque, en 2006. Et en 2006, même le bailleur social en direct n'a pas réussi à réaliser des logements sociaux avec les mêmes contraintes que nous vivons actuellement, c'est-à-dire foncier trop cher, prescription, mais les prescriptions, l'ABF il est dans son rôle, je suis désolée. Oui, c'est vrai que ça nous pénalise parce qu'on paye une pénalité, mais en même temps, on est à Auvers-sur-Oise. On est classé, site inscrit, site patrimonial, il y a 5 villes en Val d'Oise, il y a des prescriptions à respecter. Le foncier, il est 1 000 € plus cher au mètre carré que partout dans la construction, c'est comme ça. Voilà. Donc ces deux biens-là, les bailleurs, comme vient de dire Marc, on les a perdus un par un, parce que le seul moyen de faire quelque chose de ce terrain, c'était de raser la villa. Et ça, l'ABF ne voulait pas, parce qu'il la considère comme une villa, historique, entre guillemets, remarquable, qui fait partie du patrimoine de la ville, et il ne veut pas la raser. Voilà, c'était la seule solution. Et d'ailleurs, c'est le même problème rue Parmentier. Si c'est bloqué, c'est parce que le bâtiment du fond, il n'a pas eu l'autorisation de démolition. Donc voilà, ça c'est toute la complexité d'Auvers. Et on tourne en rond, et on tourne en rond, et on paye. Voilà. Et on paye, et non seulement on paye, mais là en plus on rachète. Et en plus, vous avez vu à quel prix on rachète. Alors on rachète, on va revendre, puisque voilà, ça va se revendre, c'est sûr. Mais c'est pas notre boulot de faire non plus agence immobilière, quoi. Si vous voulez, on a autre chose à faire, quoi. On peut quand même prévoir que ça peut être revendu peut-être des fois dans 2-3 ans. Donc il faut quand même avancer cette... si vous voulez, moi ça fait... J'ai quand même... on a perdu des acheteurs avec la Covid. Ça aurait dû être signé l'année dernière.
Donc là, la maison rue du Pois, on avait un galeriste de Hong Kong qui était intéressé pour faire une galerie, un atelier d'artistes, etc., pour s'implanter sur Auvers. Ça allait être signé au mois de juillet. Et puis avec la crise qui se sont pris, etc., terminé. Il nous a laissé tomber. C'était vendu. C'était vendu. Donc là, non, mais là, on n'a plus de temps. Maintenant, il faut les vendre. Ça y est. On a déjà, je pense, des gens intéressés sur les deux biens. Donc ça va se vendre. Mais bon, voilà quoi. Il faut espérer parce que c'était pas les montants non, qui étaient mais mis au budget. Hein. C'est sûr que ça va se vendre. C'est sûr. C'est sûr. Donc voilà un peu l'historique. Mais tu as raison, Samuel, il faut toujours le répéter parce que nous, on le vit tellement et on tourne qu'on le connaît par cœur. Mais c'est vrai que c'est pas facile à comprendre. Hein. Ouais, je sais. Ouais. Donc allez, on va voter celle-ci. Et puis le deuxième, c'est rue Eugène Lefebvre. Donc celle-ci, c'est rue du Pois, c'est derrière la mairie. Vous la connaissez tous. Et puis rue Eugène Lefebvre, je pense que vous la connaissez aussi, c'est une maison carrée, un peu années 70. Voilà. On va déjà voter cette première des libres. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Merci beaucoup. Bon, la deuxième, tu nous la détailles? Donc la deuxième, on en a un petit peu parlé, c'est la rue, donc le bien qui est situé au 27 rue Eugène Lefebvre, une parcelle cadastrée AK 174 d'une surface de 2047 mètres carrés, pardon, est concerné par l'obligation d'acquisition par la commune pour un montant de 409 681,54 €. Donc il est demandé au conseil municipal d'autoriser Madame le maire à acquérir le bien au 27 rue Eugène Lefebvre, situé sur la parcelle AK 174 pour 409 681,54 € TTC, appartenant à l'établissement public foncier de l'Île-de-France, à Ville et Domaines, d'autoriser la revente de gré à gré du bien 6 rue Eugène Lefebvre à un particulier, d'autoriser le prix minimum de la vente à 409 681,54 € net vendeur, toujours à Ville et Domaines, et d'autoriser Madame le maire à signer les actes d'achat et de cession et tout document y afférent, et de dire que les dépenses et recettes seront inscrites au budget communal. Merci Marc. Bon là c'est la même chose, hein, sauf que c'est la rue Eugène Lefebvre. Donc qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Merci. Alors, oui, je voulais simplement vous dire que tout à l'heure vous avez été un peu trop rapide, ce qui fait qu'on n'a pas eu le temps de lever la main pour être contre le premier logement. Oui, si vous voulez, on met contre les deux, il n'y a pas de souci. Parce qu'on estime quand même qu'à l'heure actuelle, on n'est absolument pas sûr que ça se vende rapidement, vu que les banques freinent des deux freins pour pouvoir octroyer les crédits, et que ça fait un peu plus d'1 million d'euros à encaisser au niveau de la commune. Ça paraît beaucoup quand même. Oui, mais n'ayez pas peur. Enfin, si, je comprends que vous ayez peur, mais de toute façon, l'établissement public foncier, même si on a du retard sur la vente, ils ne vont pas engager les finances de la commune et nous mettre à mal. Donc il y aura obligatoirement un avenant. Obligatoirement. Donc n'ayez pas peur pour ça. Alors, on est où là? Donc c'est la 13. Autorisation, oui, donnée au maire à introduire un recours administratif auprès du Premier ministre pour demander l'abrogation du décret 2019-1577 du 30 décembre. Marc. Alors la commune entend demander l'abrogation du décret 2019-1577 du 30 décembre 2019, en ce que l'article 3 de ce décret listant les communes exemptées de l'application des dispositions de l'article R. 302-14 du Code de la construction et de l'habitation ne comprend pas la commune d'Auvers, alors que plus de la moitié du territoire est inconstructible au terme des dispositions de l'article L. 302-5 du Code de la construction et de l'habitation, et que la commune présente des spécificités liées à son rayonnement culturel qui imposent de préserver la qualité de ses paysages. Il est demandé au conseil municipal d'Auvers-sur-Oise d'autoriser Madame le maire à demander l'abrogation du décret 2019-1577 au Premier ministre et, le cas échéant, de déférer la décision de refus d'abrogation devant le Conseil d'État. Voilà. Exactement. Nous l'avions dit, nous le faisons et nous irons au bout de cette demande d'exemption
d'autres termes, parce que c'est pas tenable. Et je vous rappelle encore quelques chiffres, parce que ces chiffres, croyez-moi, j'ai beau les répéter, me les répéter, et je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Enfin, c'est pas possible d'obliger à faire des choses alors qu'on peut pas les faire. On n'est même pas dans du logement social, on est dans, je le répète, ça paraît toujours, dans du logement tout court. Comment voulez-vous qu'on fasse 488 logements? Où Comment? Vous voyez, il y a un moment, il faut élargir ces mesures, ces lois, monter des commissions, venir parler, faire une expertise. Enfin, je l'ai déjà dit l'autre fois, mais je pourrais le répéter pendant des décennies s'il le fallait. Et là, effectivement, on va attaquer, on va essayer de justifier et de voir toutes les contraintes de notre ville. Quand vous regardez en quelques chiffres, plus de 50% du territoire urbanisé est couvert par des périmètres réglementaires liés aux risques naturels, vous vous rendez compte ? Et environ 50% du territoire urbanisé est aussi sujet au débordement de nappes, d'inondations, c'est ce que tu disais tout à l'heure. On a 40% du territoire urbanisé qui est dans des sites inscrits et 81% couvert par du site patrimonial remarquable. Donc quand on prend toute cette superposition de contraintes, etc., le résultat est qu'on n'arrive pas, même si on préempte, même si on fait tout, on n'arrive pas, on est bloqué de partout. Donc il y a un moment, il faut arrêter de nous obliger, de contraindre. Vous avez un exemple sur les 2 maisons qu'on doit racheter et revendre, il faut arrêter. Donc voilà, on va se défendre, on va monter au ministère, on va attaquer, on ira au bout de ces contradictions, comme on disait aussi tout à l'heure, tu l'as dit aussi Dorothée, on l'a écrit dans le ministère de la cohésion des territoires qui dit 25% de logements, et le ministère de la Culture et les contraintes de la ville qui empêchent de faire tout ça. Il faut arrêter, quoi. Et ce qui est en fait extrêmement désagréable, c'est qu'au Vair, on est quand même une ville magnifique. Moi, quand je parle avec différents maires, on est les seuls à avoir le patrimoine qu'on a au niveau de la culture, au niveau de l'histoire. On est les seuls. On est les seuls. Avoir 9 sites inscrits en Île-de-France, on est les seuls. Il n'y a pas d'autres villes. Il n'y a pas d'autres villes. Donc, il y a un moment... Enfin, on est une ville unique. Ben oui, on est une ville unique, quoi. Il y a un moment, faut qu'ils le prennent en considération. Ou alors qu'il y ait une sincérité de l'État en disant, bah, écoutez, au Vair, bah, on s'en moque, quoi. On construit, on bétonne, on ouvre le plateau, terminé, on s'en fout. Mais qu'ils le disent. Terminé, ok, d'accord. Mais il faut arrêter de dire « Ah bah oui, madame, c'est difficile, vous avez des contraintes, vous avez l'inondation, les carrières, les fonds rocheux, vous êtes en site inscrit, vous avez l'ABF, et vous avez ci, vous avez ça. Oui, d'accord, mais boum, on paye quand même une majoration x4. Enfin, x3 et 3. Vous voyez, c'est pas juste. C'est pas juste. Moi, je pense que quand on disait l'égalité de traiter les gens avec leurs différences, leurs fragilités, les gens ou les territoires ou les villes, c'est l'égalité républicaine. Et je vais le répéter 10 fois, 100 fois. On ne peut pas traiter tout le monde, appliquer la loi à tout le monde de la même façon, parce qu'on est tous différents. Tous, et les villes et le territoire. Voilà, il n'y a personne pareil, il n'y a aucune ville pareille, il n'y a aucune ville qui a la même histoire, qui a la même importance mondialement comme la nôtre. Enfin, quand même. Et on ne peut pas nous traiter comme tout le monde et pénaliser tous les Auversois avec des pénalités à 382 000 € par an, quoi. Vous vous rendez compte, x3 3 ans 2020, 2021, 2023 Non, mais c'est invraisemblable. Donc, on ne lâchera pas, on ira au bout. Et au bout, avec toi, Marc. D'accord ? Oui. Avec vous tous, j'espère, en tout cas, parce que c'est pas... faut faire attention à Auvers. Auvers, c'est une ville fragile. Et je pense que notre engagement, nous, d'élus, c'est aussi de transmettre à nos générations notre patrimoine qu'on a là, le patrimoine de nos chemins, de nos paysages, de tout ce qui se passe à Auvers. Ça, c'est notre rôle. Et de se faire imposer et de massacrer la ville par des services administratifs qui comptent et qui viennent même pas sur Auvers voir les contraintes, ça, c'est pas possible, quoi. On peut pas laisser passer des choses comme ça.
Voilà. En tout cas, c'est mon combat. Je pense que c'est celui de l'équipe majoritaire. Je ne sais pas si c'est le vôtre avec nous, mais voilà, c'est important en tout cas pour les générations à venir, ce qu'on est en train de faire là, ce soir. Voilà, donc je vais vous appeler à voter si vous voulez bien. Oui ? Oui, je voulais simplement faire une petite remarque. Oui. À l'époque, si on remonte une dizaine d'années en arrière, oui. On n'avait pas ces majorations d'amende parce qu'il y avait un plan biannuel qui était fait avec la préfecture et un certain nombre de logements étaient bâtis. Ça s'est arrêté à partir du moment où vous êtes arrivé. Non. Non. Si. Non. Si. Non. La dernière année. Si. La dernière année. Le dernier engagement triennal de M. Becquet, il y a les 2 biens qu'on est obligé de racheter qui n'ont pas pu aboutir. Oui, M. Zimmermann. Il y a 56 logements sociaux sur les projets lancés avant par notre prédécesseur qui n'ont pas pu sortir. Je parle de l'amende. De l'amende. Il y a eu quand même. L'amende était de 90 000 euros. Pour insuffisant, 90 000 euros, il y avait d'amende SRU. Maintenant, elle a été multipliée en une seule fois par le préfet, il y a 2 ans, à 3,3. Par 3, pardon. Oui, parce qu'en 6 ans, il y a eu 0 logements qui ont été faits. Non, mais oui, mais on n'a pas réussi à les sortir. Oui, mais comment expliquer que vous ne réussissiez pas à en sortir, qu'avant c'était réalisable? Mais la préfecture n'arrive même pas à les sortir, M. Zimmermann. Attends, je vais dire, attends, Marc. Non, mais vous savez que dans les mandats précédents, ils payaient des pénalités aussi, quand même. Oui. Mais la pénalité n'était pas majorée de 330%, non, ni 300%. Mais ils payaient quand même des pénalités. Attendez, j'ai pris quelques chiffres, quand même. C'est quand même intéressant de se rappeler, parce que... Je suis d'accord qu'ils payaient des pénalités, c'est normal. J'ai deux choses à vous dire. Je suis d'accord avec vous qu'on ne pourra jamais arriver à 25%. Non, mais d'accord. C'est quelque chose d'impossible. Donc on sera toujours, qu'on soit toujours pénalisé, je le conçois. Mais qu'on ne soit pas pénalisé à 330% de surplus. Oui, je suis d'accord aussi, et c'est trop. Mais regardez, juste quelques chiffres, 2 choses. Quand vous regardez le bilan des logements sociaux construits, d'accord ? En 25 ans, il y en a eu exactement 188 chez Dabé. 188 de construits. Attendez, c'est pas la peine de partir. Non, mais c'est important. Dans 25 ans, la loi SRU n'existait pas. Oui, mais donc quand il n'y avait même, aucune obligation. Peu importe. Commençons à partir de la loi SRU. Mais non, peu importe, puisqu'aujourd'hui, ceux-là, ils sont encore comptabilisés là. C'est encore ce qu'on doit faire. Donc, c'est-à-dire que les 188, ils sont encore dans notre quota d'aujourd'hui. Donc, c'est important de l'avoir. C'est important de l'avoir. Donc, on en a eu 97 qui ont été faits entre 89 et 2008, 70 entre 2008 et 2010, 21 entre 2011 et 2013. Et ce que vous disiez, ce que Marc disait, parce que je comprends qu'il s'énerve, parce que c'est vrai que c'est énervant, parce qu'en fait, le dernier engagement triennal, c'était du virtuel. On peut le faire, hein, M. Zimmermann. Hein. Moi, je peux le faire. Hein. C'est-à-dire que là, j'envoie un papier à la préfecture en disant, tiens, les Perruchets. Tiens, les Perruchets, ce qu'ils veulent, ils en veulent 180. Je le marque. Allez, voilà. Et alors ? Ça, c'est du virtuel. C'est ce qui était fait avant. Et aujourd'hui, on est en train de payer pour l'engagement 2011-2013, qui a été comptabilité pour pas que eux payent en 2011-2013. On paye aujourd'hui et on rachète les trucs pour les revendre. C'est ça, hein ? C'est ça qu'on vit, hein ? C'est ça qu'on vit, hein ? Écoutez, moi, j'ai pas les mêmes chiffres que vous, parce que moi, j'ai vu des chiffres qui émanaient de la préfecture en disant, voilà, on vous demandait pendant ces 2 années de faire tant de logements. Il y en a eu tant qui ont été faits, et à chaque fois, le nombre de logements demandés dépassait légèrement... Le nombre de logements effectués dépassait légèrement le nombre demandé. Donc il n'y avait qu'une pénalité simple, et elle n'était pas multipliée par 3, par 4 maintenant, 7,3. De toute façon, Monsieur Zimmermann, quand on est arrivé, on était à 7,6% de logements sociaux. On doit être à 7,76. 7,76, évidemment qu'on est majoré. Évidemment. Vous vous rendez compte le nombre qu'il faut qu'on fasse pour monter à combien pour plus l'être ? À combien ? C'est combien ? C'est un engagement qui est à prendre avec la préfecture. Si vous vous entendez avec la préfecture sur un nombre de logements, d'une centaine de logements à faire en 2 ans, et que vous les faites... Monsieur Zimmermann, on s'entend pas avec eux, parce que eux, comme vous a dit Madame le maire tout à l'heure, ne regardent pas les bâtiments qui n'ont pas pu être sortis et qui n'ont pas pu aboutir. Faisons ça déjà. Ils s'en moquent.
Nous, on cherche à sortir ces petites unités, mais ils s'en moquent. Tout ce qu'ils regardent, et ça, c'est date de décembre 2020, c'est le plateau. Et les Perruchers, par exemple, où notre PU nous autorise 100 logements, la DTT nous a dit les yeux dans les yeux, c'est nettement insuffisant. Vous pourriez en faire 150 ou 180 là-haut. Tout ce qu'ils veulent, c'est qu'on urbanise le plateau là-haut. Vauréal Village, Vauréal Ville Nouvelle. Jouy-le-Moutier Village, Jouy-le-Moutier Ville Nouvelle. Auvers Village, Auvers Ville Nouvelle. Voilà ce qu'ils veulent, monsieur Zimmermann. Et tant qu'on est aux manettes, il n'y aura pas de construction sur ce plateau. Il n'y en aura pas. Donc on va dire, Auvers-sur-Oise est un mauvais élève. On n'est pas un mauvais élève. On ne veut pas faire une ville nouvelle là-haut. Moi, je ne comprends pas qu'avant, il y réussissait sans construire sur le plateau non plus, là-haut. Mais il réussissait pas avant. Mais si, Ben non. si, puisque la majoration de cette amende n'était pas appliquée, puisque systématiquement, il y avait plus de logements construits que ce que la préfecture ne demandait. Donc après, Regardez. Là, par exemple, j'ai essayé de faire une moyenne. On a sorti, pas grand-chose, mais on a sorti quand même. On a sorti une vingtaine de logements rue Carnot. C'est nous qui l'avons fait. On est arrivé, on l'a fait, on a travaillé. Ça, c'est nos projets. Et on va sortir, parce que ça c'est pareil, le temps qu'on signe et le temps que ça se fasse, la rue de Pontoise. La rue de Pontoise, c'était dans l'engagement triennal de notre prédécesseur de 2011-2013, la rue de Pontoise. Donc on n'a pas de mérite, mais il fallait quand même bosser dessus pour les sortir. Ça fait combien de temps qu'on a? Ça fait 6 ans, ça va faire 7 ans qu'on bosse dessus. Non mais sincèrement, là le permis il a été signé quand, Marc? Mai 2020. Mai 2020, d'accord? Engagement triennal 2011-2013. Mai 2020, on vient juste de signer le permis. Les permis, je vous dis pas les allers-retours, les trucs avec l'architecte des bâtiments de France. La première pierre, moi je l'ai pas vue encore, hein, donc je sais pas quand est-ce que les gens ils vont pouvoir se loger. 3 ans. La rue Carnot, on signe le PC 2015. On fait une subvention 90 000 €, on donne au bailleur parce qu'il n'arrivait pas à équilibrer l'opération. On fait une délibération de 90 000 €. Ok. 2015, ça vient d'être livré. 6 ans après. Vous vous rendez compte? Donc, ils faisaient quoi avant? Donc là, on a fait 40 logements en 6 ans. Vous faites la moyenne, ça fait 7,5 par an, un truc comme ça. Quand vous faites ce qui a été fait en 25 ans, on est au même taux annuel. Mais ne ramenez pas à 25 ans. Il y a 25 ans, on n'avait aucune obligation. La loi SRU n'existait pas. Oui, alors, mais on ça était vous dans la arrange même bien, réalité. c'est pour ça. Monsieur Mais je vous Zimmermann. signale quand même que vous faisiez partie de l'équipe de Monsieur Becquet aussi. Donc, et alors? Et ça veut vous dire êtes quoi? très bien au courant Et pourquoi de ce qui s'est fait. Pourquoi je suis partie? C'est votre problème. Eh ben voilà, réfléchissez-y. Et puis, même si on n'était pas dans la même loi, on était dans la même réalité terrain, Auvers, ce sera toujours Auvers. C'est pas parce qu'on fait des lois et demain ils vont nous dire 40%, alors on va faire quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Non, c'est ce que dit Marc, on va ouvrir le plateau. Je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il est 25%, il n'en est vraiment pas question sur Mais Auvers. on paiera toujours, on n'arrivera jamais à faire plus. On paiera toujours, mais ce qui est inadmissible, c'est de payer 300... mais bien sûr que c'est inadmissible. 330% d'augmentation. Et c'est pour ça qu'on attaque, et on va pas laisser, et on va se battre. On va se battre pour dire que Auvers ne doit pas rentrer dans les mêmes règles que les mêmes villes par rapport à la SRU. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas juste. Voilà. Et on va se battre et on va essayer de démontrer qu'on ne peut pas construire 448 logements à Auvers. On va y aller. Donc là, en fin de compte, vous êtes en train de dire qu'on va rajouter à cette amende des frais phénoménaux de justice. Eh ben oui. Ben voilà. Voilà. Ça va nous coûter encore Mais ça, plus c'est cher. notre problème de gestion. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et je vous ai démontré que la ville était plutôt bien gérée. Donc faites-nous confiance. On va faire des économies. On pourra payer les notaires sans augmenter les impôts. Pas les notaires, les avocats. Bon, enfin. Moi, je voudrais quand même ajouter que la construction de logements sociaux, ça amène aussi des coûts pour la vie. Il y a de la scolarisation, on peut pas agrandir nos écoles. Il y a une question de circulation. En fait, vous disiez la circulation douce, mais à un moment, on va être dans la circulation dure. Et qu'est-ce qu'on va faire? Enfin, je sais pas. Il y a des. Moi, je soutiens à 200% ce que dit Madame la maire et son premier adjoint, parce que
J'ai pas envie que notre ville d'Auvers-sur-Oise devienne une cité bétonnée avec des immeubles partout. Non, je suis pas venue ici pour ça. Et je soutiens total. Hein. Mais Merci, Sabine. Elle ne peut pas être bétonnée avec les obligations des bâtiments de France, de toute façon. Et que ce soit des logements sociaux, que ce soit des logements privés, ça va continuer à augmenter. On parle des logements tout court. C'est exactement pareil. Donc, l'histoire d'avoir plus de personnes encore avec des véhicules, d'avoir plus d'enfants à l'école, ce sera exactement pareil, même si ce ne sont pas des logements sociaux. Mais oui, tout. Donc, on l'a voté si je peux apporter une petite remarque. Je voulais juste apporter une petite remarque, c'est que, là on est dans le problème des constructions et des 25% quand on est soumis à la loi SRU. Mais la loi SRU est quand même, les communes sont désignées géographiquement, et c'est dans le but de favoriser, c'est là son l'article 55, la mixité sociale. Et je trouve qu'il est important quand même de faire remarquer que quand on vit à Auvers-sur-Oise, moi j'ai pas l'impression d'être dans une ville ségrégationniste ou de vivre dans un entre-soi. Je rencontre depuis que je suis à Auvers depuis 92, c'est une ville qui est très diversifiée tant par ses habitants, sa population. Tous les gens qu'on peut croiser, rencontrer, des gens très différents socialement. Donc, cette mixité sociale, je ne sais pas s'il existe une possibilité pour l'État. Je crois que ça se fait dans les collèges, mais en fait, d'avoir un marqueur ou un indice qui pourrait au moins nous donner un score de mixité sociale. Parce que les 25%, ce serait pour favoriser la mixité sociale dans les villes où elle n'existe pas. Mais partant du principe que si elle existe déjà grandement en partie, est-ce qu'il faut appliquer 25% ? Et ça peut être aussi des remises en question. Parce que la loi, elle est géographique et complètement aveugle. Et alors que dans des villes qui ne vont pas être soumises à cette loi SRU, où il y aurait grandement besoin de mixité sociale, alors là, on ne fait rien. Et ce sont des territoires dans lesquels on pourrait construire. Oui. Donc il y a quand même un débat sur le fond, mis à part le fait que chez nous ce soit compliqué de construire et de bâtir. On ne peut pas bâtir comme ça rapidement pour atteindre les objectifs. Mais je pense qu'en plus, on n'est pas dans une ville juste entre nous, tous de la même classe, des mêmes niveaux, les mêmes gens qui vivent ensemble. C'est pas l'impression que j'ai à Auvers-sur-Oise. Voilà, je voulais juste faire cette remarque. Voilà. Alors justement, oui, tu as raison. On est une ville ouverte et justement, M. Pinal me disait, mais il n'y a pas de critères qui existent pour faire ce que tu dis par rapport à la mixité sociale, ça n'existe pas. Mais par contre, il faudrait lister des critères et après il existe un indice, c'est l'indice d'Andropy-Shannon qui peut être appliqué et qui permet après d'attribuer un score. Mais rien n'existe, tout est à faire. Voilà. Par contre, fiscalement et au niveau des dotations, il existe quand même une indication. On touche à la dotation nationale de péréquation. C'est-à-dire que Auvers est considéré comme commune au niveau fiscal pauvre. Notre population n'est pas riche. Et ils nous prennent une majoration à 330%, voilà. Ils n'ont pas honte. Et ils nous donnent 171 000 € à ce titre, dans le cadre de la péréquation. Ouais, donc ça c'est un critère déjà, au moins. C'est un critère. Donc c'est déjà un indice donc on est une sur la possibilité fiscale des habitants. Il y a le SRIF aussi, là où on a une aide. Oui, pareil, on est pauvre. C'est pareil. Sur le site du gouvernement, il y a la liste des villes qui cotisent pour ce fonds. Alors vous retrouvez Neuilly-sur-Seine, Boulogne, toutes les villes les plus riches de l'Île-de-France. Et vous avez ensuite la liste des villes qui bénéficient de ces aides, comment elle est redistribuée, et où c'est redistribué. Là, on trouve Auvers-sur-Oise. Oui, je sais. Donc en fait, vous voyez, moi je trouve que c'est encore plus déprimant hein, parce que on est quand même, on fait des efforts, on est considéré comme, on touche des dotations et derrière tout ce qui est bloqué, ils le prennent pas en considération parce qu'on a quand même 56 où on n'a pas trouvé d'issue et ils vous ponctionnent quand même de 382 000 € par an. Ça c'est quelque chose qu'on aurait pu mettre aussi en évidence. Hein, ça c'est bon à mémoriser. On n'a pas voté, ça, du coup, hein, Audrey. Bon, allez, on vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Ok. Qui est pour? Merci beaucoup.
Alors, on en est où? Alors la 14, donc c'est quoi ça? Un refus d'admission et de non-valeur de la taxe d'urbanisme. Vas-y, Marc, je sais pas ce que c'est ça. Oui. Ah oui, d'accord, oui, je vois ce que c'est. Monsieur Farouk Benkoula a déposé... T'as pas le... J'ai oublié d'allumer mon micro, excusez-moi. Monsieur Farouk Benkoula a déposé le 10/11/2008 une demande de permis de construire pour la surélévation créant 64 m² supplémentaires à son habitation, située 3 rue Schmitt à Auvers-sur-Oise et cadastré AB 789. Le permis de construire, je vous laisse le lire, le numéro, oui, a été accordé avec prescription le 5/02/2009. Oui. Ce que je vous lis, c'est un peu l'historique pour que vous compreniez pourquoi on en arrive à demander quand même de continuer les poursuites. Une déclaration d'ouverture de chantier est arrivée en mairie le 7/10/2011. Les travaux semblent aujourd'hui terminés et n'ont pas fait l'objet d'une déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux. La taxe locale d'équipement d'un montant initial de 1 740 €, taxe d'urbanisme ancien régime due au titre des travaux, n'a pu être recouvrée par la direction départementale des finances publiques du Val d'Oise au motif de poursuites infructueuses. Par courrier reçu le 3/12/2020, la direction des impôts a saisi la commune et Madame le maire pour recueillir leur avis sur l'admission en non-valeur de la créance non recouvrée de M. Benkoula, qui s'élève à ce jour à 1 740, montant principal, soit 2 639, majoration et intérêts compris. La décision prononçant l'admission en non-valeur est prise par la direction des impôts sur avis conforme de l'Assemblée délibérante et de la collectivité territoriale intéressée. L'avis est réputé favorable à défaut de délibération dans le délai de 4 mois à compter de la saisine de la collectivité intéressée. Les travaux réalisés créant une plus-value certaine pour ce bien, le motif invoqué par la direction des impôts ne justifie pas à lui seul l'exonération du paiement de la taxe. Par souci d'équité entre les administrés, Madame le maire souhaite permettre la poursuite de la procédure de recouvrement effectif de la dette. Il est demandé au conseil municipal d'Auvers-sur-Oise de refuser la demande de la direction départementale des finances publiques du Val d'Oise d'admission en non-valeur de la somme de 1 740 € relative à la taxe d'urbanisme due par M. Benkoula au titre des travaux exécutés d'après l'autorisation de construire, et d'autoriser Madame le maire à signer un avis défavorable de la collectivité à l'admission en non-valeur de la somme de 1 740 € due par M. Benkoula, signifiant à la direction des impôts la poursuite du recouvrement de la créance. En d'autres termes, si on n'avait pas délibéré ce soir, le courrier qu'on a reçu sur ce monsieur qui ne s'est pas acquitté de sa dette, le Trésor public, n'ayant pas réussi à recouvrer la dette, propose d'annuler la dette. Voilà. Donc, on n'a pas trouvé effectivement, nous, normal d'annuler la dette, au vu des autres des administrés de la ville qui payent leurs impôts. Donc, on a 4 mois pour se décider. Et donc, voilà, donc on vous présente ce soir cette délibération qui fait qu'on refuse, nous, l'annulation de la dette. Et on demande à l'État de faire le nécessaire pour recouvrer la dette. Mais il fallait passer par une délibération. Et il fallait passer par une délibération. Sinon, ça ne marchait pas. Alors, on va la voter. Voilà. On va la voter. Merci, Marc, en tout cas, pour tes explications. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? À l'unanimité, merci. Bon, on a fait tout le tour de nos délibérations. Il n'y en a plus. Alors, si j'ai une question de Madame Estival, alors, qui concerne donc les peupliers du bord d'Oise. Alors, votre question est la suivante. En moyenne, les peupliers consomment 110 litres d'eau par jour et vivent une trentaine d'années. Ceux reliant le pont d'Auvers à la maison de Lille ont été plantés vers 1988. Dans le contexte du dérèglement climatique où les périodes de plus en plus humides succèdent à des étés de plus en plus secs, peut-on envisager de les remplacer progressivement, d'organiser une rotation de leur abattage afin de protéger les berges autant que faire se peut et d'éviter des inondations massives? Alors oui,
merci pour votre question. Alors, dans le cadre de l'étude du schéma d'aménagement global allant de l'embarcadère jusqu'aux abords de la maison de Lille, et dont nous avons évoqué ce projet lors du dernier conseil municipal du 19 décembre, je vous informe que nous échangeons actuellement avec le service environnement et développement durable du département du Val d'Oise et le CAUE 95. Une série d'ateliers sera menée pour éprouver les premières hypothèses d'aménagement. Le CAUE 95 a effectué une expertise sous l'angle paysager, écologique, urbain et patrimonial. Une attention particulière est portée aux enjeux environnementaux et de biodiversité. La question des peupliers est déjà prise en compte. Donc ils l'ont identifié. Ils ont identifié notamment tout ce qui est autour de la guinguette et les peupliers. Donc dans l'étude sur laquelle on travaille avec Michel, d'ailleurs on a une visio demain, pour retenir un cabinet d'études qui va s'occuper de toute la partie d'aménagement paysager entre le pont et derrière la maison de Lille. Tout ça, c'est pris en considération. Tout l'équilibre, toute la restructuration du patrimoine arboré, etc. Tout ça, c'est fait sous différents partenariats et ils vont reprendre notamment un petit bout d'étude du CAUE. Donc, on va s'en occuper, mais c'est un gros chantier, ça. Hein. C'est un très gros chantier. Oui, c'était la question de la rotation, de l'abattage, bien sûr, façon bien sûr. À ce que, comme ils sont à un âge un peu limite, oui. Si on commence par la moitié, de façon à ce que quand les autres vont mourir, il y ait déjà un relais pour qu'il n'y ait pas d'inondation. Ouais. Voilà, c'est dans ce sens-là. Oui, mais complètement. Après, on attend le retour donc, du cabinet d'études qu'on doit sélectionner. Et après, il va y avoir toute l'étude financière, parce que ça vaut une fortune de couper, replanter un arbre comme ça. Donc, à mon avis, ça va se faire peut-être sur plusieurs années. À mon avis, ça ne va pas se faire aussi facilement que ça. Donc voilà. Alors, 2 informations et on va clôturer cette séance, si vous voulez bien. Juste une information sur le centre de vaccination. Donc, on a renvoyé cet après-midi, donc c'était pas hier, c'était cet après-midi, un courrier co-signé avec les 3 présidents de PCI, qui est ici d'ailleurs. Donc vous avez le PCI, communauté de communes Carnel Pays de France, communauté de communes du Haut-Val d'Oise, communauté de communes Vallée de l'Oise et des 3 Forêts, et ce seront impressionnistes. Voilà, on est 4 communautés de communes où on a écrit à la directrice de l'ARS, Madame Carly, à nouveau, on lui a déjà écrit, c'est la 2e fois, pour lui redemander l'autorisation d'une ouverture de centre de vaccination sur chaque communauté de communes. Donc, chaque communauté de communes a identifié ce qu'elle pouvait avoir en ingénierie. Nous, pour Auvers, on pourrait ouvrir un centre de vaccination dans la maison de Lille. Ce serait une pièce dédiée, puisque ça va durer des mois, je pense, pour vacciner tout le monde. On est en collaboration avec le cabinet médical, la maison médicale Péan, avec le docteur Yanero, où il y aurait 2 médecins qui assureraient des permanences du lundi au vendredi de 13h à 19h. Et 2 infirmières. Alors, on aura besoin de bénévoles pour encadrer les entrées, les sorties et la partie administrative, avec des agents du CCAS, Cécile aussi. Nous, on est prêts. On est prêts. On a les médecins, on a les infirmières, on n'a juste pas les doses de vaccins. Donc, c'est un peu embêtant, mais là, on est tous pareils. Donc, on a redit notre intention de dire, écoutez, quand les vaccins arrivent, on est réactif. Moi, le centre de vaccination, je peux le monter en une demi-journée. S'il faut y aller, on y va. Donc voilà, donc je voulais vous en faire part parce que c'est vrai que les gens ne comprennent pas trop un peu, surtout les anciens, ils appellent beaucoup en disant, mais Madame le maire, que faites-vous, que faites-vous ? C'est pas nous. Nous, on est encore, une fois, on est prêts et il faut que le gouvernement suive, Donc on va croiser les doigts pour que ça se passe bien. En tout cas, je pense qu'on aura des livraisons prochaines et Auvers aura le centre de vaccination pour la communauté de communes. Donc voilà, je voulais vous le dire, c'est important. On est réactif, on s'en occupe et croyez-moi qu'on tanne aussi. Alors autre chose aussi, la crue que vous avez pu constater tous.
Donc on a eu une crue qui a été supérieure à celle de 2011 d'environ 35 cm sur l'Isle-Adam et Auvers. À Auvers, les gens concernés, c'est surtout vers la rue de la Plage, chemin de Bellerive, etc. Mais c'est des gens qui sont habitués puisqu'ils sont déjà en zone inondable, en zone rouge d'ailleurs. Donc ils s'organisent, on va dire, ils ont des étages, ils sont assez bien organisés quand il y a un problème de crue. Néanmoins, on a un service d'astreinte qui a tourné 24 heures sur 24 avec les agents du service technique, que je remercie d'ailleurs. Il y avait une équipe d'à peu près une dizaine de personnes, effectives tout le temps, pour amener des bastins, aller chercher les gens, les dépanner, relever les meubles, les machines à laver, c'est important. Et on a 8 familles qui ont été vraiment très impactées en tout. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous. Normalement, on est en stabilisation. La décrue, je ne pense pas qu'elle soit amorcée. Je n'ai pas eu d'informations. Je ne sais pas si vous en avez eu. Ça commence à descendre. On va en avoir pour 15 jours. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Alors après, Sabina, le protocole dans les écoles sanitaires, on a une classe fermée aussi dans les écoles. Tu peux nous dire quelques mots un peu de ce qui s'est passé dans les écoles, s'il te plaît? Concernant donc les écoles, on a eu déjà, pour commencer à Vavasseur, des cas de Covid identifiés sur des enfants d'une classe, sur du personnel enseignant et des agents. Donc les choses ont été très très rapides avec une réactivité extrême en suivant le canal de communication Edouane, puisque l'école informe d'un côté effectivement la DSDEN des cas signalés, et puis ensuite avec l'ARS et le rectorat, il est décidé de fermer ou pas une classe. Bon, compte tenu du nombre d'enfants et d'adultes touchés par la Covid, il a été décidé de fermer une classe de CM1, CM2. Je tiens aussi à signaler qu'on a les services du post-scolaire qui ont vraiment été extrêmement réactifs, que les informations sont données via le portail famille. Nous ne communiquons pas sur les réseaux sociaux. Le portail famille est le seul outil de communication s'agissant de ces situations-là. Et puis, il est temps que les vacances arrivent. On verra ce que ça va donner, mais pour l'instant, les choses sont à peu près stabilisées. Donc, un gros souci sur Vavasseur, effectivement. Alors, c'est le groupe scolaire qui est le plus important. Après, on n'a pas forcément... le protocole, il est vraiment suivi. Voilà, protocole de l'éducation nationale, très strict, avec le non-brassage, la distanciation idoine. Maintenant, il est vrai que la question de la restauration, elle est à l'étude, pour voir si on ne peut pas mieux faire encore. On a demandé aussi aux familles de faire en sorte si elles le pouvaient, de garder pour le repas de midi leur enfant, pour éviter justement ce brassage. Parce qu'on ne pourra pas faire plus de services qu'il n'y a là. On va essayer, on est en train de regarder. Mais il y a un moment, on ne peut pas prendre... il y a un temps pour l'enseignement et on ne peut pas déborder, sauf si l'inspection nous donne l'autorisation. Mais voilà. Donc pour l'instant, la situation est celle que je vous décris. Et j'espère que au retour des vacances, les choses iront. On verra. Là, on est malheureusement, on peut pas dire ce qui va se passer, mais on verra aussi les mesures qui seront prises par le gouvernement s'agissant des écoles et s'agissant des vacances scolaires. En tout cas, comme tu l'as souligné, merci aussi aux services, très réactifs. On a vraiment nos agents qui ont été là pendant toutes ces périodes, Monsieur Pinel. C'est vraiment des pros et là, on a beaucoup de chance pour ça. Voilà, on a fait le tour. Il y a des choses que vous voulez dire? On a oublié des sujets, je ne sais pas. Non, c'est bon. On clôture? Bon, bien écoutez, je vous remercie en tout cas. Merci de votre participation. Je vous souhaite une bonne soirée et puis... faites attention encore, parce que le virus est toujours avec nous et voilà, faut pas relâcher notre vigilance.